Carlos Antoni Aguirre Rojas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à temps complet auprès de l'Instituto de Investigaciones Sociales de l'Université nationale autonome du Mexique. Vous avez publié en 2010 aux éditions L'Harmattan les leçons politiques du néo-zapatisme mexicain. Alors pour commencer cette interview, une question très simple. Qu'est-ce que c'est que le néo-zapatisme? Alors oui, le néo-zapatisme mexicain, je pense que c'est le mouvement, disons, social anticapitaliste et antisystémique le plus important qui existe au Mexique pendant les derniers 20 ans. Mais peut-être il est le mouvement, il risque d'être le mouvement social et antisystémique le plus important du tout XXe siècle mexicain, si j'ose dire. Il a éclaté le 1er janvier 1994, et ce qui est très intéressant, c'est que dès ses débuts, à partir de sa apparition publique, bien entendu, c'était une apparition publique très forte parce qu'ils ont décidé de prendre d'une manière armée cette municipalité dans l'état de Chiapas, et ils ont été décidés à mourir justement pour la cause qu'ils défendaient. Alors ça a été une nouvelle importante qui a rempli la première page de tous les journaux dans le monde entier, y compris la France. Donc le néo-zapatisme, c'est un mouvement d'origine indigène, mais qui, heureusement, justement, a réussi à se transformer dans un mouvement d'une valeur universelle. Et justement, un des problèmes que je me pose dans le livre que vous avez mentionné, les leçons politiques du néo-zapatisme mexicain commandées en obéissant, c'est justement pourquoi ils ont réussi à transformer une lutte qui était locale de l'État de Chiapas et pour les demandes indigènes dans une lutte universelle. Et à mon avis, justement, la réponse à cette question, c'est qu'ils ont réussi à trouver dans l'exclusion que les indigènes mexicains ont souffert pendant des siècles et des siècles par l'État mexicain et par une partie de la société mexicaine, dans une lutte contre toutes les formes d'exclusion moderne dans le monde contemporain. Et il faut dire que, étant donné que le capitalisme actuel est dans sa crise terminale, je crois ça en suivant les hypothèses d'Immanuel Wallerstein, je crois justement que le capitalisme qui a commencé à dysfonctionner, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas très normalement et qui de plus en plus a des dysfonctionnements fondamentaux, produit de plus en plus de secteurs exclus. Alors, les sans-papiers en France, alors les sans-papiers aux États-Unis, les sans-terre au Brésil, les sans-travail en Argentine, les sans-citoyenneté en Équateur et en Colombie et au Mexique, c'est-à-dire tous ces secteurs qui sont exclus du fonctionnement normal du capitalisme, sont justement ceux qui ont été convoqués par le néo-zapatisme à l'origine, et donc sa lutte s'est transformée dans la lutte de tous les exclus du monde entier, et dont le néo-zapatisme fait, si j'ose dire, la fonction d'avant-garde. Donc si je vous comprends bien, ce mouvement qui au départ était régional est devenu peu à peu national, voire international, par ses revendications. Oui, absolument. Bien, il faut dire, dès l'origine, ils ont dit, ils sont très généreux, les indigènes mexicains. Ils disaient, nous ne luttons pas seulement pour nous. Ils ont affiché une demande, une phrase qui disait en espagnol, para todos todo, para nosotros nada. C'est-à-dire, pour tout le monde tout, pour nous en particulier rien. Et il disait qu'il luttait par terre, par toit, par démocratie, liberté, justice, santé, éducation, etc. Mais il disait que pour tout le peuple mexicain, et à fur et à mesure qu'il s'est développé le néo-zapatisme, ils l'ont dit, mais nous comprenons que bien si nous réussissons à tuer le capitalisme, à éliminer le capitalisme dans le Mexique, notre lutte ne sera pas finie. Parce que le capitalisme, c'est un système mondial, et alors on n'ira pas réussir que le moment où le capitalisme sera effacé de toute la superficie de la planète. Et donc, ils ont petit à petit passé justement de revendications qui dès l'origine étaient plutôt nationales à des revendications internationales. Et à partir de ça, ils ont joué un rôle, si j'ose dire, fédérateur, parce qu'il faut dire, le Forum social mondial, qui était une initiative très intéressante et qui malheureusement maintenant est plutôt en décadence, est né justement à partir d'une initiative néo-zapatiste. En 1996, ils ont convoqué ce qu'on appelait à l'époque les premières rencontres intergalactiques,
il disait un peu en se moquant, intergalactique, pas international mais intergalactique, contre le néolibéralisme et pour l'humanité. Et ça, c'est les vraies origines aussi de les protestations en Seattle et à Gênes et dans toute l'Europe, etc., à Prague, et après de la naissance du Forum social mondial. Donc, le rôle du néo-zapatisme est vraiment très important aussi à niveau international. Ont-ils des liens avec d'autres mouvements un peu altermondialistes comme ça, en Europe, en Amérique du Nord par exemple Oui, ont-ils... c'est-à-dire, d'un côté, depuis le 1er janvier 1994, on pourra vraiment s'étonner. J'étais plusieurs fois à Chiapas et j'étais étonné que tout le monde, c'est-à-dire activistes de tous les mouvements du monde entier, faisait, disons, justement la visite à Chiapas, aller interviewer les indigènes, aller essayer de rester un mois, 2 mois, 3 mois pour connaître directement et de meilleure manière l'expérience néo-zapatiste. Oui. En plus, au-delà de ça, on a eu à un moment donné des liens, si j'ose dire, plus institutionnels entre les mouvements néo-zapatistes, parce qu'à un moment donné, par exemple en 2007, ils ont construit avec les mouvements de Santerre et quelques groupes d'un groupe qui s'appelle Voix paysanne, dont il fait partie la France avec Joseph Bobet, etc. Ils ont fait justement un mouvement qui s'appelait Mouvement de défense de la mer Terre et de défense du territoire et de la mer Terre. Et donc ce mouvement a eu une certaine force en 2008-2009. Malheureusement, après, il a un peu, disons, oui, il a reflux, mais ils ont ces liens-là. Ils ont des liens importants avec quelques groupes aux États-Unis. Il y a beaucoup de comités de soutien, par exemple en France, il y a un comité de solidarité avec les peuples de Chiapas en lutte. Mais il y a aussi une section d'une grande fédération que vous savez de maîtres, de professeurs qui est sous-éducation, dont un secteur de sous-éducation a des liens directs justement avec le néo-zapatisme, fait des campagnes, etc. Et donc, oui, ils ont des liens importants. Il y a plusieurs comités en Allemagne, en Italie, à la Norvège. Il y a même des comités au Japon, en Sud-Afrique. Vraiment, c'est un mouvement qui a un soutien international très fort. Et alors, pour finir, à qui s'adresse cet essai? Bon, je dois vous dire, quand j'ai écrit ce livre, je pensais en même temps à des publics en particulier. Les premières, c'était bien entendu mes étudiants. Je suis prof depuis beaucoup d'années. Et donc, oui, je pense que pour les étudiants qui sont intéressés à comprendre de manière critique le monde actuel, et aussi pour mes collègues, les collègues critiques, qui ne sont pas la majorité, mais disons, les collègues qui essayent de regarder le monde actuel d'une manière critique, ça c'est mon premier, disons, public. Mais je pensais aussi à tous les activistes. À mon avis, c'est très important parce que tous les activistes de tous les mouvements qu'on a mentionnés ici, justement, les gens qui vont au Forum social mondial, les gens qui développent ces comités en France, en Turquie, dans tout le monde entier, tout le monde qui est engagé dans des luttes sociales au Mexique, en Amérique latine, dans le monde entier, je pense qu'il peut trouver justement des leçons politiques fondamentales dans le néo-zapatisme. Et donc, à partir de ça, je pense, par exemple, je mentionne seulement un exemple, mais les néo-zapatistes, justement, ils ont dit, la politique qu'ils ont fait maintenant dans le monde entier, c'est une politique pourrie. Toutes les classes politiques du monde entier, ils ont oublié l'histoire, ils ont oublié le social, ils ont oublié l'éthique, et ils ne se regardent pas qu'eux-mêmes, et ils ne représentent pas qu'à eux-mêmes et ses intérêts. Donc, on ne peut pas compter avec les classes politiques de n'importe quel pays. Ça se passe pareil, je crois, en France, ça se passe pareil dans tout le monde entier. Et ça explique la désaffection de toutes les jeunes générations vis-à-vis de la politique. Alors, ils proposent une autre politique qui dit que ça doit être basé dans la mémoire, c'est-à-dire le respect des morts. Ça doit être basé dans l'histoire, c'est-à-dire la reconnaissance de notre racine et justement l'élection que l'histoire nationale nous a donnée, l'histoire universelle nous a donnée. Et troisièmement, dans l'éthique, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire cette idée de dire les buts justifient les moyens, c'est ridicule.
les moyens doivent être si nobles et si défendables que les vues, sinon tout est pourri. Et alors, une autre politique basée dans l'éthique, toute notre décision doit être basée dans l'éthique, et aussi dans le social, c'est-à-dire reconstruire les rapports qu'il doit y avoir entre la politique et justement les social. Et à partir de ça, il propose une nouvelle politique qui pourrait être valable et utile pour les mouvements et les activistes dans le monde entier.